Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez pas un, mais deux invités, Dora Muto et Marguerite Stern, qui sont co-autrices de cette nouvelle enquête, Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. C'est aux éditions Magnus. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors c'est intéressant parce que ça me rappelle une phrase de Prévert qui disait « Il y a des gens qui dansent pour entrer en transe, il y a des gens qui entrent en transe sans danser. Ce phénomène s'appelle la transcendance. Vous, il y a des gens qui entrent en transe pour se donner du genre. Et vous avez baptisé ça le transgenre, la transmania. Très intéressant, moins rigolote que la starmania, mais quelque part beaucoup plus instructive. On en parle tout de suite. Et on parle de quoi? Et alors là, je vous ai réservé un morceau de choix qui dure très rapide. C'était il y a quelques années dans l'émission Arrêt sur image de Daniel Schneiderman. Il recevait un groupe, je ne dirais pas plus, un groupe. Écoutez, vraiment c'est culte et ça vaut son pesant. Vous n'êtes pas un homme. Ah non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin. Comment je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau. C'est le mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé, mais on voit aussi que le plateau est très blanc aussi. Aussi. Non, notre collectif Stop Hopping Washing d'ailleurs est mené par. Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. C'est-à-dire? Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord, mais bon, non, mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme. Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Donc en fait, je pense que justement, c'est très intéressant, la frontière de nos propres stéréotypes. Et ben voilà, c'est ce qu'on va faire pendant 1 heure avec Dora Muto et Marguerite Stern. Nous allons interroger nos propres stéréotypes. On va surtout interroger et décrypter le délire qui amène à ça. C'est quand même intéressant. Hein. C'est intéressant et puis c'est pas anecdotique tout ça, loin de là. Alors, on va parler, vous d'abord, ça fait quand même quelques années, Marguerite Stern et Dora Muto, vous l'expliquez d'ailleurs au début de votre livre, comment vous vous êtes intéressé à ça. Alors, juste pour rappeler que vous aviez écrit le Mal baiser, Mal M-A-L-E, c'est ça, et vous étiez au mouvement Femen, Marguerite Stern, et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, vous êtes un tout petit peu... vous avez rencontré, disons, comme le Titanic rencontre l'asperge, mais vous n'avez pas l'iceberg, intéressant, mais vous n'avez pas coulé. C'est ce phénomène transgenre. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, pour nous deux, en fait, ça a commencé en 2019-2020. Moi, ça faisait un moment que j'avais quitté Femen déjà. Je venais de créer le mouvement des collages contre les féminicides, donc un mouvement de collage de rue, voilà, centré vraiment juste sur cette question-là. Le féminicide, oui. Les féminicides, les violences conjugales. Je croyais à ce moment-là que les féministes pouvaient se rassembler autour d'une grande cause qui me semblait vitale, malgré certains désaccords sur d'autres sujets. Et en fait, j'ai vu mon mouvement être complètement accaparé, donc par des personnes que je nomme aujourd'hui transgenristes, des personnes qui font la promotion de l'idéologie transgenre, et donc qui ont commencé à utiliser mon esthétique pour coller des choses comme une femme trans est une femme. Et donc moi j'ai commencé à m'exprimer en 2020 sur le sujet parce que j'ai constaté que l'idéologie transgenre, qui dit donc que les hommes peuvent devenir des femmes et vice versa, que finalement le sexe est une construction sociale, comme nous l'explique aujourd'hui le planning familial dans son lexique trans, enfin voilà, toute cette idéologie-là. Un homme peut tomber enceinte. La figure de l'homme enceinte, ça. Tout ceci commençait à prendre beaucoup trop de place dans le féminisme jusqu'à effacer certaines questions comme les violences conjugales, l'inceste. Voilà, donc j'ai commencé à m'exprimer là-dessus. Dora, simultanément... Alors Dora.
J'avais un compte Instagram qui s'appelle Tajoui, qui était un compte suivi par un demi-million de femmes sur la sexualité féminine. Donc quand on parle de sexualité féminine, on parle forcément d'organes qui sont propres aux femelles humaines, c'est-à-dire utérus, clitoris, voilà. Je parlais d'orgasme féminin, de fausses couches, de règles, enfin bref, de tout ce qui touche particulièrement aux femmes. Oui, les femmes, oui. Et on est venu m'expliquer, en fait, des transgenristes sont venus m'expliquer que j'étais transphobe parce que je n'incluais pas les pénis de femmes dans mon discours et qu'il fallait absolument que j'arrête de parler de femmes, mais qu'il fallait que je parle de personnes menstruées quand je parlais des femmes qui avaient leurs règles. C'est quoi un pénis de femme ? Un pénis de femme, en fait, quand il y a un homme qui transitionne pour devenir une femme aujourd'hui, quand il est transgenre, il peut garder ses attributs masculins. Exactement. Mais les femmes, donc c'est femmes avec un pénis. Il est femme à l'état civil, c'est-à-dire qu'il peut faire changer ses papiers. C'est une femme, administrativement parlant, mais il reste un mâle dans son slip. Hein. Et donc on est venu me dire que il fallait que je sois inclusive et que je parle aussi, si je parlais de clitoris, si je voulais être quelqu'un, une véritable féministe, il fallait aussi parler de pénis de femme. Et en fait j'ai refusé. Au tout début j'ai cru que c'était une blague, honnêtement. J'ai trouvé ça hilarant. Donc je me suis un peu moquée. J'ai trouvé ça drôle, quoi. Et c'est pas du tout passé. Et on m'a créé une réputation de transphobe. Et on s'est mis à me traiter de TERF. Je savais même pas ce que voulait dire ce mot. Ça veut dire Trans Exclusionary Radical Féministe. C'est la façon dont les transgenristes nous nomment, parce qu'on est tout simplement des femmes qui pensons que être une femme, c'est être une femelle adulte humaine, c'est-à-dire être une femme, c'est une réalité biologique et non pas un ressenti. Et à partir de là, je me suis plongée dans ce sujet parce que ça m'a paru déjà très intéressant et curieux. Que se passe-t-il ? Et alors, que se passe-t-il ? Dieu sait s'il se passe des choses. D'ailleurs, juste par rapport à ça, moi je veux dire... Alors, vous justement, votre livre est tout à fait passionnant parce que vous prenez à tous les niveaux, c'est-à-dire le niveau du vocabulaire, le niveau des enfants, ce qui se passe, parce que pour moi, franchement, en lisant votre livre, je vais vous dire, moi, j'étais plus inquiet que vous. Moi, je crois qu'il y a un mouvement, vraiment, parce que je crois qu'il y a un mouvement totalitaire. Tout à fait. Je ne dirais pas fasciste, parce que ce mot valise est employé n'importe comment, n'importe quoi, mais c'est un mouvement totalitaire. Et ils ont des comportements fascistes. C'est clair. Non, mais je veux dire, quand ils essayent, c'est prosélyte, on touche les gosses, on va parler de tout ça. Les médecins, vous parlez toutes ces expériences, que ce soit la chirurgie, etc., etc. Moi, les opérations chirurgicales, les traitements hormonaux, les bloqueurs de puberté, etc. Ce qui est incroyable, et je voudrais comment ça se fait que tout ça qu'on va détailler, mais comment ça se fait que ça s'est répandu aussi vite ? En tout cas, quelques années, c'est rien, c'est un clin d'œil. Et on a l'impression que c'est installé, même si ça touche encore une minorité, répétons-le, vous l'avez dit vous-même, mais quand même. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça s'est installé vite. On peut parler du phénomène de contagion sociale au sein de la population des adolescentes, c'est-à-dire en fait, le phénomène transgenre se répand comme une forme de mode. Et en fait, les adolescentes, les jeunes filles qui sont actuellement vraiment le public cible des transgenristes. C'est les jeunes filles adolescentes. Ce sont principalement elles qui transitionnent. À la Pitié-Salpêtrière, dans l'unité hospitalière qui accueille les moins de 20 ans qui veulent transitionner, on est à 68% de jeunes filles. Donc voilà, il y a un phénomène de contagion sociale très très important. Mais c'est surtout le fait que, comme vous venez de le dire, il y a des méthodes totalitaires. Et puis, il y a beaucoup d'argent. Alors sur l'argent, je laisserai la parole à Dora qui a vraiment mené l'enquête sur ce sujet-là dans le livre. Mais sur les méthodes totalitaires, oui, j'aimerais y revenir. Vous en avez cité quelques-unes. Donc il y a le prosélytisme à l'école. Il y a aussi des méthodes clairement qui tiennent de la terreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez en manifestation féministe, quand des lesbiennes, par exemple, vont en manifestation féministe avec des pancartes qui disent les lesbiennes n'aiment pas les pénis, elles sont systématiquement frappées. C'est arrivé. Frappées physiquement. C'est arrivé en France, on en donne des exemples très concrets, sourcés dans le livre, tout ça. C'est arrivé plein de fois outre-Atlantique aussi. Il y a des phénomènes de censure aussi, c'est-à-dire que nous, on est régulièrement censurés sur les réseaux sociaux. Alors depuis qu'Elon Musk est sur Twitter, ça va un peu mieux. Mais moi, il m'est arrivé de tweeter, par exemple, les femmes sont des femelles homo sapiens. Ça a été censuré par Twitter. Très grave, quand même. Voilà. On a aussi, tout simplement, là, actuellement, notre livre sort en librairie. Donc, il y a beaucoup de librairies, en fait, qui ne veulent pas commander le livre parce qu'elles ont peur des représailles. Quand on se rend à la FNAC, on voit que notre livre est caché derrière des piles alors qu'il vient juste de sortir.
On ne sait pas vraiment pourquoi. Et puis, il y a quand même, dans le transgenrisme, toute une esthétique de la violence. Oui, mais qu'est-ce qui fait que ça... je donne la parole évidemment à Dora et on va parler. Qu'est-ce qui fait que ça... Vous dites que ça s'est répandu très vite. Mais c'est une mode, c'est... ah oui, on va être différent des parents, on va être... etc. Ça, c'est un vieux phénomène. Mais je veux dire, on se dit, aujourd'hui, on est queer comme on était Zazou dans les années 40. Enfin, c'est quoi? C'est un peu ça, si vous voulez, dans les cours d'école, quand vous faites votre coming out, c'est-à-dire que vous révélez trans, vous êtes automatiquement célébré. Et il y a un espèce de phénomène de love bombing. Le love bombing, donc c'est un terme anglais, désolé, mais c'est quand, vous savez, une communauté injecte tout d'un coup beaucoup de mots d'amour, entre guillemets, envers quelqu'un. Et puis, du coup, en fait, c'est une forme de manipulation. Je le bombarde d'amour jusqu'à en mourir. Voilà, et puis il y a une forme de fascination, c'est-à-dire qu'avec TikTok, il y a ces avant-après qui marchent très bien avec la chirurgie esthétique, et donc il y a ce truc du genre, en fait, avant j'étais cette pauvre fille qui était pas du tout populaire, qui n'intéressait pas les garçons, etc. Et tout d'un coup, je deviens ce jeune homme magnifique, parce que souvent les transitions, par exemple de femme à homme, sont relativement bien réussies, et tout d'un coup, elles deviennent l'homme de rêve pour tout un tas de jeunes filles. Donc tout d'un coup, il y a un phénomène. Elles deviennent le Ken de Barbie. Elles deviennent, oui, un peu. Elles deviennent l'homme rêvé, en fait. Et elles sont très très célébrées, et vice versa. Il y a des hommes qui étaient des mecs qui étaient pas particulièrement intéressants, ni visuellement, ni intellectuellement, ni quoi que ce soit, qui, quand ils transitionnent, tout d'un coup deviennent esthétiquement intéressants à regarder. Et c'est avant-après. Il y a plein de jeunes qui s'en servent tout simplement pour recevoir de l'amour, parce qu'effectivement, quand tu reçois des milliers de commentaires qui te valident, et en fait c'est ça qu'ils vont chercher, la validation, la reconnaissance. Il suffit d'être dans une famille où vous êtes peut-être pas très bien aimé par votre parent, j'en sais rien ce qui se passe vraiment au sein des familles, mais c'est ça qui joue. Voilà. On va en parler tout de suite après une petite pause et on reparle de tout ça. C'est absolument, parce que c'est vrai que c'est un phénomène, moi, qui me frappe, parce que faut jamais oublier que les grands fascistes sont arrivés au départ par des minorités, je le répète. Et nous sommes toujours avec Dora Moutot et Marguerite Stern qui sont nos invités jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. On a une grande famille sur Sud Radio et je suis très très fier d'en faire partie. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et un livre que je vous recommande, vraiment que je vous recommande, Dora Moutot et Marguerite Stern, Transmania, l'enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Voilà, et cette idéologie, évidemment, comme toute idéologie, peut verser dans le totalitarisme. Et je vais vous dire où ça commence, le totalitarisme. Juste encore une anecdote. C'était la dernière séance d'ouverture du Congrès américain. Il y a quelques mois. Donc, il y a toujours un représentant qui fait la prière, qui dit une prière, et c'est chaque année. Et là, cette année, il y a j'y croyais pas, mais on a l'enregistrement. Donc, il fait sa prière et il finit Amen, et il dit A woman. Et évidemment, on peut pas dire Amen. Ah, il faut que je dise woman, sinon on va me traiter de machiste. Donc, on revient à ça. C'est quand même hallucinant. Je suis très frappé. Et d'ailleurs, dans tout ce dont vous parlez, enfin, à tous les étages, notamment, c'est bien donc votre personnage Robert là, qui est devenu Catherine, qui adore le sissi porn et compagnie. Mais au fond, est-ce que c'est Marguerite Stern? C'est un peu la même démarche, le fil rouge, c'est-à-dire on est là, on fait ça, et puis c'est l'état idéal, le transformisme, le transhumanisme, le changer de genre, etc. Donc c'est ça qu'on va faire, et c'est ça que... Mais est-ce que ça ne veut pas dire quand même quelque chose de fondamental? La négation absolue de la biologie. Ça veut dire que les gens sont de plus en plus déconnectés en fait de leur propre corporéité et que finalement le réel n'a plus tant d'importance, que on accepte de vivre dans un monde fictionnel qu'on se crée de toutes pièces. Et nous justement on n'est pas d'accord avec ça. On pense qu'il y a certaines choses qui sont vraies, certaines choses qui sont fausses.
Voilà. Et non seulement vous pensez, mais il y a une réalité, le réel, ça existe. Hein. Oui, sauf que les transgenrismes ne croient pas à ça. Ils pensent que tout n'est que croyance et qu'il y a tout simplement un nouveau régime de vérité à imposer. Donc ils ont repris des concepts de Foucault, et donc ce nouveau régime de vérité qui est que une femme peut avoir un pénis est tout aussi valable que le régime de vérité autour de la biologie. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Attendez, mais je veux bien qu'il soit tout ce que... Mais il y a des réalités biologiques, ils veulent plus les voir, parce que c'est ça le problème. Parce que le XX et XXY des genres, excusez-moi, on peut dire ce qu'on veut d'un côté ou d'un autre. Moi, ça ne me gêne pas que chacun veut être ce qu'il veut, mais il y a quand même... ils ne croient plus donc dans la science biologique, la réalité, tout ça, ça n'existe plus. Non, parce que ce qui compte pour eux, c'est finalement l'esprit sur le corps. C'est-à-dire que si leur esprit est soi-disant féminin ou masculin, alors le corps doit suivre. Et pour ça, on a des techniques en endocrino, on a des techniques en chirurgie. On peut tout changer maintenant et donc tout va bien. Oui, voilà. Et donc, vous parliez de transhumanisme. Il y a Martin Rothblatt, qui est un personnage très important dans le transgenrisme, qui a écrit un livre dans les années 90 qui s'appelle From Transgender to Transhuman, où en fait il décrit exactement ce qui va se passer, et il explique que pour lui finalement ce qui est important, c'est ce qu'il appelle the freedom of form, donc la liberté en fait de forme, et que dans le futur n'importe qui pourra choisir sa forme, à tel point que finalement on pourra aussi se transférer notre esprit dans un ordinateur. C'est la finalité, parce que si aujourd'hui un homme, une femme peut avoir un pénis et vice versa, finalement la corporéité, c'est modulable, on en fait ce qu'on veut, et puis lui il parle du persona creatus, donc en fait finalement la personne transgenre, c'est la personne qui se crée de toutes pièces elle-même, et ce serait une bonne chose, ce serait le premier pas vers le transhumanisme, ce serait finalement la première route acceptable qu'on fait accepter au public, et puis peu à peu on va aller plus loin là-dedans. Donc, on commence par, je rappelle, lesbienne, c'est une personne non-homme, attirée par une personne non-homme. C'est une personne à menstruation, bien sûr, voilà. Et je rappelle, vous en parlez dans le livre, que effectivement, il faut dire trou du devant, c'est ça, Marguerite ? Oui, c'est ça. En fait, il y a une offensive aujourd'hui au niveau du langage, c'est-à-dire que, et ça va même jusque dans des textes gouvernementaux, dans des textes médicaux, par exemple dans un livret médical, dédié, qui s'adresse à des sages-femmes dans un hôpital de Sussex au Royaume-Uni, on leur demande de parler, au lieu de parler du vagin, il faut parler de trou du devant, d'ouverture génitale. Il faut plus parler il faut plus dire vagin, il faut dire trou du devant. Il faut plus parler de lait maternel, il faut parler de lait de personnes allaitantes. Voilà, on a aussi le gouvernement français qui, dans un rapport dédié au droit, au respect des personnes trans, et nous on est tout à fait favorable évidemment à respecter les droits des personnes trans, mais on remarque que le gouvernement français nous parle quand même de sexe assigné à la naissance, comme si le sexe en fait était arbitrairement décidé, alors que on l'explique dans notre livre. Malheureusement, il faut déployer face à tout ça, une armada d'arguments, parce que plus personne n'est capable de distinguer ce qu'est un homme d'une femme. Mais on explique en fait en quoi est-ce que le sexe n'est aucunement assigné à la naissance. C'est une réalité biologique, de la même façon que quand vous êtes né à telle heure, en fait, vous ne pouvez pas changer l'heure de votre naissance. Faut accepter les limites matérielles de la réalité, quoi. Ouais, mais heureusement, beaucoup de personnes encore font la différence homme-femme, et vous en parlez dans votre livre. J.K. Rowling, la créatrice de Harry Potter, qui a eu l'outrecuidance de dire qu'il y a un homme est un homme et une femme, s'est fait évidemment traîner dans la boue, au point qu'on lui a interdit d'assister aux cérémonies du 20 ans d'Harry Potter. Mais je voudrais revenir parce que tout ça, toute cette campagne, tout ça demande des moyens. Oui. Il y a du business derrière ça. C'est quoi l'argent ? C'est quoi les moyens ? Bien sûr. Donc, selon LGBT Funders, qui est un groupe de philanthropes
qui fait LGBT Funders. Donc ce sont des gens qui financent la mouvance LGBT. Selon eux, il y a eu 36 millions qui ont été injectés en 2021 pour défendre les revendications transgenristes. Donc il y a 36 millions qui ont été injectés pour faire en sorte que la notion d'identité de genre rentre dans les lois et rentre en fait dans la culture aussi. Donc en fait, ces 36 millions, quand ils sont injectés par un certain nombre de personnes richissimes qui ont décidé de défendre ces principes-là. Plutôt américains, européens? Non, américains. Donc c'est-à-dire qu'on a, il y a surtout 2 personnes qui sont très connues pour investir là-dedans. Il y a John Stryker qui est en fait le petit-fils du créateur du lit d'hôpital. Donc en fait, il a une énorme entreprise qui crée du matériel médical et il a décidé de créer une fondation qui s'appelle l'Arcus Foundation. Et dans cette fondation, il injecte chaque année plus de 30 millions de dollars pour défendre les causes LGBT, et l'identité de genre est vraiment un des piliers de son ONG. Avec cette ONG-là, il va financer énormément d'assauts LGBT, et en fait, c'est très très bien réparti. C'est-à-dire que va y avoir une asso qui va s'occuper vraiment de la législation. Il y a une autre asso qui va s'occuper, par exemple, l'asso GLAD s'occupe de faire entrer le vocabulaire transgenriste en fait, dans les médias. Ils vont aller expliquer en fait aux journalistes comment il faut parler. C'est-à-dire que quand il y a monsieur Jenner qui devient Kathleen Jenner, donc ce grand sportif, GLAD s'occupe de contacter tous les journalistes aux États-Unis en leur expliquant comment il faut en parler. Ils expliquent qu'on ne dit plus transsexuel, à partir de maintenant on dit transgenre. Ils expliquent qu'il ne faut pas demander les opérations que monsieur a fait. Voilà, donc il y a une sorte de... Et les journalistes suivent ? Et les journalistes suivent, oui, c'est fait avec l'Associated Press. Enfin, c'est comme l'AFP, vous voyez, bien sûr. C'est la même force de frappe. Donc en fait, quand il y a une sorte d'instance comme ça journalistique qui impose, et donc il y a aussi un autre, un autre financier. Qui est donc monsieur Pritzker, qui lui a transitionné et qui est un héritier de la famille Hayat. Et donc en fait, il y a plus de 20 personnes philanthropes qui financent. Comme les hôtels. Les hôtels Hayat. Il y a l'ancienne femme de Jeff Bezos qui finance. Il y a les héritiers Disney. Il y a le petit-fils de Warren Buffett. Enfin, on n'est pas sur une petite minorité. Non, pas du tout. On est dans la crème du capitalisme. La crème du capitalisme, les gens les plus riches du monde qui investissent massivement dans cette idéologie. Donc il faut arrêter de nous faire croire que ça part du bas. Non, ça part du haut. Eh bien, on va en parler justement du bas et du haut, parce qu'il y a toujours la racaille d'en bas et on oublie la racaille d'en haut aussi. Après cette petite pause, on repart avec Marguerite Stern et avec Dora Muto. Et puis avec vous, si vous voulez témoigner ou réagir, posez toutes vos questions 0826 300 300 0826 300 300. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La transition, ça demande aussi quand même un certain nombre d'opérations, qu'elles soient je dirais psychologiques, mais d'opérations physiques, de traitements aux hormones, de médicaments ingérés, de bloqueurs, de puberté, etc., etc. Marguerite Stern, au fond, s'est créée avec cela, et pourquoi pas, j'ai pas un jugement moral là-dessus, mais une véritable industrie médicale. Et justement, à partir de quand, c'est-à-dire le libre arbitre, à partir de quand, moi, enfant ou adulte ou adolescent, je peux décider, je me sens pas bien dans mon corps et j'ai envie de transitionner, comme on dit. Alors, pour parler juste de la France, en France, vous pouvez... Donc, en fait, il y a plusieurs étapes dans la transition qui sont des standards édictés par une organisation internationale qui s'appelle la WPATH. Et donc, la France suit ces standards-là. C'est ça, standards internationaux. Voilà. Donc, dans une transition, il y a 4 étapes. Premièrement, la transition sociale. Donc, vous présentez au monde, en fait, sous une identité différente que vous avez choisie. Vous changez, pourquoi pas, d'identité à l'état civil, de nom, de genre, enfin voilà.
Ensuite, pour les enfants, il y a les bloqueurs de puberté. Puis ensuite, il y a les hormones croisées, donc testostérone qu'on va administrer aux femmes, œstrogène qu'on va administrer aux hommes. Et puis enfin, l'étape finale, l'opération dite de réassignation sexuelle. On procède tout simplement à l'ablation des parties génitales pour reconstituer un simulacre du sexe opposé. Alors, en France, les enfants n'ont pas accès pour l'instant aux opérations dites de réassignation sexuelle. Les seules chirurgies qui sont effectuées sur des mineurs actuellement sont les mammectomies, donc on coupe les seins à des jeunes filles à partir de l'âge de 16 ans. Et donc ceci est pratiqué, est pratiqué dans nos hôpitaux français. À titre indicatif... C'est admis, c'est... Oui, c'est pratiqué. C'est pratiqué. Légal, à titre indicatif, à l'hôpital de la Salpêtrière, entre 2012 et 2022, 30 jeunes femmes de plus de 16 ans ont été... on leur a coupé les seins. Et on n'a pas les chiffres des autres hôpitaux, en fait. C'est-à-dire que seule la Pitié-Salpêtrière a rendu public ces données, sauf qu'il y a en France entre 10 et 20 unités hospitalières qui font transitionner les moins de 20 ans. On n'a pas les autres chiffres. Et pour les hommes qui transitionnent, on n'a pas de chiffres. On a très peu de chiffres sur les transitions. Par contre, moi, ce dont je voudrais parler, donc, c'est la question des mineurs qui sont actuellement mis sous bloqueurs de puberté, parce que c'est quelque chose de très grave, et puis c'est quelque chose d'actualité. Alors, rappelez ce que c'est que les bloqueurs de puberté. Je vais le rappeler. Oui, allez-y. Donc, en fait, les bloqueurs de puberté, ce sont des substances qui ont été utilisées à partir des années 90 pour bloquer la puberté des enfants qui avaient un problème hormonal, qui souffraient d'une puberté précoce. D'accord. Parce que ça peut engendrer des problèmes à l'âge adulte, une très petite taille notamment, voilà. Et donc, ces bloqueurs de puberté, normalement, ne doivent être administrés pas plus de 2 ans. Il faut très, très soigneusement étudier le rapport bénéfice-risque, parce que ce sont des médicaments très invasifs, qui sont par ailleurs aussi utilisés pour castrer chimiquement les délinquants sexuels, pour traiter le cancer de la prostate, voilà. Et donc, aujourd'hui, on donne ça à des enfants dits trans, entre guillemets, voilà, pour bloquer leur puberté. À partir de quand on peut le donner ? À partir du stade 2 de l'échelle de Tanner, donc c'est l'échelle qui permet médicalement de... C'est-à-dire à partir de 12 ans à peu près. Donc sur une durée de 6 ans. En fait. Donc on dépasse totalement... sur une durée on peut l'administrer, les bloqueurs, pendant 6 ans. C'est ça. Dans le cadre d'une transition de genre, alors que ces médicaments ont été homologués cliniquement pour être administrés pas plus de 2 ans. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces médicaments bloquent les hormones responsables de la puberté, et que les hormones responsables de la puberté ont donc normalement pour effet de participer à la formation des caractères sexuels primaires et secondaires, mais elles ont aussi un effet sur le squelette, sur la maturation du cerveau. Voilà. Et donc, les enfants qui prennent ces médicaments aujourd'hui se retrouvent un peu, empêchés dans leur capacité cognitive, c'est-à-dire qu'ils ont des capacités d'abstraction après à l'âge adulte très très faibles, et puis avec de l'ostéoporose à 15 ans. Par exemple, on a le témoignage d'une réalisatrice suédoise qui a suivi un petit qui s'appelle Léo, qui a pris des bloqueurs de puberté pendant plusieurs années et qui aujourd'hui ne peut pas tenir debout plus de 30 minutes parce qu'il a pris ces substances-là. Et donc, nous on s'est posé la question dans notre livre aussi, mais en fait comment des médecins peuvent faire ça alors qu'on sait que cliniquement ils n'ont pas été étudiés pour, en fait. C'est une utilisation de ces médicaments hors autorisation de mise sur le marché. Les médecins jouent un peu aux petits chimistes, en fait. Et c'est la même chose pour les autres hormones. Attendez, Marguerite Stern, il y a quand même... ils sont mineurs. Qui donne l'autorisation ? Il faut l'autorisation parentale. Il faut l'autorisation des parents. Ou d'un seul parent suffit ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est les deux, je ne sais pas, mais il faut l'autorisation parentale. C'est ça. Ouais. Donc, il y a des parents qui, pour un enfant de 12 ans, ce qui manifeste, accepte et dit oui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, on pense que les parents ne sont pas suffisamment... En fait, ils entendent qu'un seul discours, qui est le discours des médecins transaffirmatifs, qui sont parfois capables, dans certains hôpitaux, de dire aux parents, mais écoutez, en fait, c'est la seule solution, sinon votre enfant va se suicider, en fait. On sait qu'à la clinique du genre Tavistock, qui faisait, donc au Royaume-Uni, qui a fait transitionner des milliers d'enfants, qui est aujourd'hui fermé parce qu'il y a eu des dérives très très graves, certains soignants ont témoigné anonymement du fait que c'était le discours qu'on tenait aux parents. On disait, sinon votre enfant va se suicider, il faut le faire. Voilà, donc les parents sont un peu perdus, nous on pense. Et puis on a eu aussi dans notre livre le témoignage d'une maman qui
a fait suivre sa fille à l'hôpital du Vinatier à Lyon, donc un hôpital spécialisé dans la santé mentale, et qui doit se battre contre vent et marée depuis maintenant plusieurs années pour que cet hôpital ne fasse pas transitionner sa fille. Donc sa fille, la petite Capucine, qui a été victime d'inceste, qui a aussi un diagnostic de trouble du spectre autistique et qui donc se dit trans. Mais en fait, les médecins n'ont pas pris la peine d'étudier son traumatisme. Voilà, est-ce qu'il y a pourquoi se dit-elle trans, tout ça. Donc il y a une insistance pour lui couper les seins, pour lui donner des hormones. Et donc aujourd'hui, cette mère doit se battre pour que des médecins ne coupent pas les seins de sa fille. La petite a 17 ans aujourd'hui, mais c'est quand même dingue qu'une mère doive se battre pour que des médecins ne coupent pas les seins de votre fille. Oui, c'est assez hallucinant. Et justement, Dora Muto, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelque chose qui nous paraît comme ça, de l'extérieur, hallucinant, c'est que, je ne sais pas s'il y a complicité ou pas, mais le manque de contrôle de la politique, je parle du politique au sens large du terme, c'est-à-dire qui décide de quoi au niveau des autorisations, de ceci, de cela. Je veux dire, à partir de quand, alors quelqu'un qui se sent, et vraiment quand on est adolescent, on peut avoir, oui, moi je me sens plus fille que garçon, etc. Ça, on peut totalement comprendre. Mais à partir de, comment ça se fait que le processus peut être déclenché, je dirais presque aussi facilement? C'est une très très bonne question et on se la pose encore, c'est-à-dire comment est-ce que ça peut être autorisé? En réalité, ça semble complètement absurde, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le lobby transgenre a fait un énorme travail auprès des législateurs. Je veux dire, ces gens-là sont proches de certains députés, sont proches de certains sénateurs et font un travail depuis les années 70 pour faire en sorte... Depuis 50 ans. Oui, exactement. Et ils font en sorte d'être entendus. Et le problème, c'est que ça se passe au niveau de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est complètement acquis à la cause transgenre. Et donc, Ah oui, quand vous dites le Conseil, la Commission européenne, oui. Le Conseil de l'Europe est acquis à la cause transgenre. Tout à fait. C'est-à-dire que en 2009, ils ont publié un rapport qui demandait aux États d'inclure l'identité de genre. Donc c'est droits de l'homme et identité de genre. Le rapport s'appelle comme ça. Ça a été publié en 2009. Donc on assimile l'identité de genre au droit de l'homme. Tout à fait. C'est un droit de l'homme selon l'Europe. Voilà, c'est un droit de l'homme. Donc on a le droit de s'identifier homme ou femme juste par l'autodétermination. Et en 2015, il y a eu un nouveau rapport, qui incitait les États à faire rentrer cette notion d'identité de genre, comme un véritable droit. Et donc, ce qui se passe, c'est que même quand en France, parce qu'en France, on a quand même pas mal résisté. C'est-à-dire que le changement s'est passé dans les années 90, de 70 à 90, quand il y avait des hommes qui allaient se faire couper le pénis au Maroc, en Thaïlande, etc. Eh bien, la France disait, non, écoutez, c'est pas notre problème, c'est pas parce que vous vous faites retirer vos organes que vous êtes une femme pour autant. Mais ces personnes-là ont fait remonter leur cas à la Cour européenne des droits de l'homme. Oui. Et la Cour européenne a accepté. Voilà, et donc a puni la France et d'autres États. Et donc à partir des années 90, l'Europe impose à la France le changement d'état civil pour les personnes qui se font couper le sexe. Voilà, et peu à peu comme ça. Ou créer un utérus, etc. Enfin, un faux utérus. Oui, etc. exactement. Ouais. Donc en fait, les lobbyistes transgenristes travaillent très très au plus près des députés européens, etc. pour faire changer les lois. Intéressant à savoir et rappeler que l'histoire date, ça fait 50 ans, il faut le rappeler. Nous avons, je crois, Esteban. Oui, ça appelle au standard au 0826 300 300. Nous sommes avec Marc qui nous appelle depuis Béziers. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à vos invités. Voilà, j'avais une question. En fait, on a bien compris que les lobbyistes faisaient tout ce qu'il fallait pour influencer les médias sur les discours à tenir et autres. Par contre, comment on peut expliquer cette complaisance aussi poussée des médias envers cette tendance qui, à mon avis, finissent de discréditer les médias et donnent libre cours à tous les complotistes de la Terre. Le jour où ils seront un peu plus critiques et un peu moins complaisants avec ce genre de choses, peut-être que ça changera un peu la donne. Alors, complaisance des médias quand même, des médias, oui. Ça existe, c'est vrai. Oui, bien sûr, mais il y a un travail, il y a un travail qui est fait et malheureusement,
je pense que dans les écoles de journalisme, on n'apprend pas forcément aux jeunes journalistes à avoir un regard critique, en fait, à être capable véritablement d'analyse. Et puis on demande tellement aux journalistes de produire très très rapidement des papiers. Et puis il y a une sorte de pression qui se crée parce que quand même le monde queer est plutôt cool, c'est branché, c'est chouette. Et finalement, il n'y a pas tellement de journalistes qui se mouillent. Et malheureusement, moi c'est ce que me dit tout le temps ma grand-mère. Elle me dit tout le temps, mais Dora, c'est pas possible que t'aies écrit ce livre. Enfin, ça devrait être au JT de TF1. Comment se fait-il que depuis 10 ans on ne dise pas? Enfin, tu dois forcément raconter n'importe quoi vu qu'au JT de TF1 on m'a pas dit. Bah oui, écoute, je sais pas. J'adore la grand-mère de Dora. Voilà. Mais c'est vrai que nous aussi on se pose la question, comment se fait-il? Je veux dire, il y a quand même pas mal de scandales. Il y a eu le scandale Tavistock, effectivement, autour des bloqueurs de puberté en Angleterre. Il y a eu beaucoup de scandales qui sont pas couverts par la presse. Alors maintenant, évidemment, il y a le Figaro et certains autres médias plutôt à droite qui commencent à couvrir le sujet, mais ils ont mis du temps. Et la gauche fait une omerta totale sur ce sujet, bien sûr. Je crois que ça va au-delà de regarder ce qui s'est passé pour le Covid, ça va au-delà de la droite et de la gauche, mais c'est un autre problème. Mais moi, il y a une chose que je ne sais pas. Je peux pas dire que j'ai lu tous les chapitres de votre livre. Est-ce que vous parlez des gens, je ne sais pas, je sais plus comment ça s'appelle, qui ont envie de devenir animal? Non, on n'en touche pas, moi, mais on aurait pu. Non, mais je vous raconte ça juste pour parler de la. Vous savez qu'il y a eu, et on a vu aux États-Unis, il y a eu une femme dont le gosse se sentait chat. Il dit, moi, je suis un chat. Ça va plus loin. Donc, bon, elle l'amène chez le vétérinaire parce qu'il était malade pour faire soigner. Le vétérinaire lui dit que madame. Oui. On a vérifié. Il dit, mais madame, moi, je suis vétérinaire. Il se prend pour un chat, donc vous devez le soigner. Et elle a fait un procès au vétérinaire. Évidemment, elle a perdu. Mais pour vous dire à quel point, c'est là, moi, ce qui me préoccupe le plus. Problème de psychiatrie, j'ai envie de vous dire. Enfin, là, on est dans des maladies psychiatriques graves où, en fait, il faut aider les gens parce que là, il y a un petit souci. En fait, une partie de la population perd littéralement la tête. Et on les valide. C'est ça le problème, c'est on les valide. On va en parler tout de suite après cette petite pause avec les auditeurs Sud Radio. Et puis on va parler du politique parce qu'il y a des choses très intéressantes à dire là-dessus. Quand je dis du politique, pourquoi le politique partout, especially en France, laisse faire. Et vous continuerez d'avoir la parole 0826 300 300. On revient tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, et nous pensons à Justin Trudeau, vous savez, ce Premier ministre canadien que le monde entier leur envie. Il a lancé le premier plan d'action fédéral de ELGBTQI+ du Canada, bâtir notre avenir avec fierté. Alors je vous signale que ça donne 75 millions de dollars pour les organismes communautaires de ELGBTQI+, qui défendent et servent leur communauté. Et voilà, il y a tout là-dedans, effectivement, que ce soit les gens qui font la transition ou pas, tout ça est inclus. Mais je voudrais savoir, au fond, qu'est-ce que ça coûte une transition? Aujourd'hui, je veux transitionner, ça coûte quoi? Alors, ça coûte plus cher quand on est un homme qui veut devenir une femme. Donc nous, on a calculé que pour faire tout ce qu'il faut, c'est-à-dire prendre des hormones à vie, plus faire un certain nombre de chirurgies, donc chirurgie génitale, chirurgie faciale, épilation intégrale, faire... Ça c'est pour un homme qui veut dire femme. Oui, voilà. Faire par exemple l'opération des cordes vocales, pomme d'Adam, plus avoir quelqu'un qui vous aide à rééduquer votre voix, parce que c'est pas forcément évident. Et alors ? Voilà, eh bien on est à plus de 100 000 euros. Et ça, c'est vraiment la fourchette hyper basse avec des prix dans le public. Et ça, c'est pris en charge par la sécurité sociale intégralement. Intégralement, c'est-à-dire si je veux transitionner, les 100 000 euros me sont intégralement remboursés par la sécurité sociale aujourd'hui. Oui, tout à fait. Légalement, sous le pont de la loi. Tout à fait. C'est-à-dire que vous rentrez dans un système où vous avez une ALD, donc c'est une affection longue durée, une ALD 31, parce que, alors c'est là que se situe le paradoxe trans. À la fois,
Parfois, on nous dit que c'est dépsychiatrisé, donc ce n'est pas une maladie, le transsexualisme. Vous avez une dysphorie de genre, mais c'est pas un problème psychiatrique non plus, c'est juste un état humain. Mais en même temps, vous êtes remboursé intégralement comme si vous aviez une maladie extrêmement grave. Et donc ça c'est pour un cancer. Total, donc ça c'est pour un homme. D'accord. Et pour une 100 000 femme euros, une femme ça coûte moins cher. On a calculé à peu près 40 000 euros pour une transition complète. Une femme devenant homme, enfin voulant devenir homme. Voilà, exactement. Et D'accord. Nous, on estime que si ce n'est pas une maladie, une véritable maladie psychiatrique ou hormonale, remboursée par la Sécu intégralement en plus. Oui, intégralement. Enfin, si c'est un choix de vie, très bien. Mais il y a beaucoup de femmes qui se font de la chirurgie esthétique parce qu'elles sont pas contentes de leur allure. Eh bien, on ne les rembourse pas. Moi, j'estime quand même que c'est pas très cool parce que les femmes doivent se faire sans arrêt épiler pour être acceptées dans la société. Mais par contre, l'épilation intégrale, on le paye de notre poche. Alors par contre, pour les messieurs qui deviennent femmes, c'est remboursé intégralement. C'est un peu délirant quand même. En tout cas, écoutez, ça en dit long sur où en est la société aujourd'hui. Je crois que nous avons des ça auditeurs. fait réagir. On a Michel qui nous appelle depuis Dax dans les Landes. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour Monsieur Bercoff. Bonjour à vos invités. Et encore merci pour vos émissions. Mais vous m'avez un petit peu coupé l'herbe sous le pied parce que je voulais intervenir par rapport au remboursement de la sécurité sociale. Moi, je trouve que c'est complètement aberrant. Ouais. C'était une question justement. Moi maintenant j'en ai la certitude puisque vous voyez c'est entièrement remboursé et puis que d'autres personnes qui pourraient se refaire la dentition ou comme ça, qui ont un plus important et qui ne sont pas remboursés à 100%. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est vrai, ni les lunettes, ni les yeux, ni la vue. Oui. Voilà. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est-à-dire que les hormones croisées qu'on donne, aux personnes qui veulent transitionner, ce sont des hormones qui sont données hors AMM, c'est-à-dire hors mise sur le marché. C'est-à-dire que quand on donne ces médicaments-là, normalement à des gens, par exemple, ça va être pour la ménopause, ça va être pour tout un tas de problèmes. Et ces médicaments, les labos les ont sortis pour ces problèmes-là de santé spécifiques. D'accord. Et donc, normalement, quand un médicament est hors AMM, quand un médecin le prescrit, il ne doit pas être remboursé. C'est-à-dire que... Et là, il est remboursé dans le cadre de la... C'est-à-dire que c'est remboursé, mais en plus de ça, en fait, on crée des risques de santé graves pour les personnes. C'est-à-dire que quand on administre de la testostérone à une femme, cliniquement, ce que dit Dora, c'est hors AMM. Ce que ça veut dire, c'est que cliniquement, en fait, les injections de testostérone n'ont été étudiées que sur des hommes. Or, un corps de femme et un corps d'homme, ça n'est pas la même chose. Entre deux individus de même sexe, il y a 0,1% de différence du génome. Alors qu'entre deux individus de sexe différents, enfin hommes et femmes, il y a 1,5% de différence. Donc les corps des femmes et les corps des hommes sont très différents et donc on fait courir des risques très graves pour la santé. Marguerite Stern, là on voit vos transphobies. Vous dites que le corps des femmes est différent de celui des hommes. Non, on ne peut plus dire ça. Non, c'est condamnable. On a Patricia qui nous appelle justement. Ouais, allez Patricia. Bonjour Patricia. Vous écoute, de Montpellier. Patricia, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bercoff, et merci pour cette émission et ces deux merveilleux écrivains. On a besoin d'entendre ça. Moi, je me rappelle au moment du combat de la manif pour tous, je parle franc, on s'est retrouvé avec une bombe à déflagration qui continue aujourd'hui par rapport avec le gender. Parce que véritablement, c'est ça sur lequel on s'est retrouvé face. Si vous voulez, c'est une arme qui a permis de surfer et qui a permis de faire rentrer la nouvelle famille avec un F différent. Et moi, je me suis plongée à faire des conférences sur des nouveaux propos sur aujourd'hui les parents, la parentalité, hommes, femmes, ça n'existe plus, etc. Et on s'est rendu compte que c'était véritablement une arme de lutter contre la famille traditionnelle et que du coup, le multipartenarisme, la sexualité vécue autrement. Il faut pas mélanger tout, Patricia. Mais en tous les cas, c'est vrai que l'idéologie du genre, elle crée des problèmes dans certaines familles, elle détruit certaines familles. Ça, c'est vrai. Premièrement, parce que en fait, quand vous retrouvez avec une ado à la maison qui vous dit qu'en fait, elle fait son coming out demi-boy, en fait, vous vous demandez ce qui se passe. Et ça crée. Quand il y a une ado qui va mal, en fait, c'est une déflagration pour toute la famille, surtout quand le corps médical prend pas bien ça en charge. Et puis aussi, nous, on se demande de ce qui se passe psychologiquement
psychologiquement pour les enfants dont le papa dit écoute, maintenant tu vas m'appeler maman. Et puis on en parle aussi dans notre livre du phénomène des transwidows. Ce sont ces femmes, donc littéralement veuves de trans, ce sont ces femmes qui témoignent sur internet du fait que après 40 ans de mariage, leur mari leur dit finalement en fait je m'appelle plus Robert, tu vas m'appeler Catherine, et puis on est désormais en couple lesbienne. Donc ça crée aussi pour ces femmes-là un certain traumatisme qui n'est pas reconnu, et donc c'est vrai que dans ce sens-là ça fait exploser certaines familles, oui. Ça veut dire qu'on est, et vraiment il faut le voir, dans un moment vraiment pré-totalitaire. Il faut faire très attention à ça. C'est encore heureusement une minorité, mais il faut être lucide, se battre. Ce bouquin nous aide à le faire, et je dirais que je pense qu'un monde où on soit tous des créatures de laboratoire pour des expériences plus ou moins glauques ne me paraît pas vraiment un monde dans lequel nous aurions vraiment envie de vivre. Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. C'est écrit par Dora Muto et Marguerite Stern. C'est disponible en librairie et aux éditions Magnus. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci André Berkoff d'avoir animé l'émission. On se retrouve demain sur Sud Radio. Tout de suite, c'est Brigitte Lay. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.